Bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue à ces membres de la table ronde que j'ai l'honneur de modérer cet après-midi. Martha a fait la présentation, donc vous savez qui est qui et les rôles importants qu'ils remplissent en dehors de la vie des conférences internationales. Je voudrais vous lire la définition de l'antisémitisme, qui est ce dont nous parlons. Je suis sûr que tout le monde sait de quoi il s'agit, mais il faut qu'on se souvienne nous-mêmes. Et c'est utile avant le début de la discussion, parce que dans ce monde, il y a tellement de gens qui savent tellement peu à ce sujet, et qui ne savent pas de quoi vous parlez quand vous parlez de la définition IRA de l'antisémitisme. Donc le début de cette alliance a été fait en 98 et la définition a été adoptée le 26 mai 2016. Et la définition elle-même dit « L'antisémitisme est une certaine perception des Juifs qui peut être exprimée comme de la haine envers les Juifs. Rhétorique, théorique et manifeste de l'antisémitisme sont dirigés contre des Juifs ou des individus non-juifs et leurs propriétés, contre des institutions juives et des institutions religieuses. » Avec 11 exemples qui vont avec ces définitions, et 7 sont liés à Israël. 7 de ces exemples sont liés à Israël. Donc, commençons par les questions. Première question à Rabbin Wolpe, comme un dirigeant d'une communauté, quelqu'un qui est au cœur de la grande communauté juive, le Sinai Temple à Los Angeles. Pourquoi est-ce que cette définition est tellement importante? Comment est-ce que ça protège vos paroissiens en quelque sorte? Merci pour la question, merci pour l'invitation. Je pense que la signification du début de la définition n'est pas toujours appréciée au bon niveau. Quand cela dit, une certaine perception des Juifs qui mène à la haine, mais qui ne disent pas quelle est cette perception, parce que la première des choses à dire sur l'antisémitisme, c'est que c'est une haine. Ils pouvaient haïr les Juifs parce que c'est des communistes ou des capitalistes. Vous pouvez les haïr parce qu'ils essayent de faire semblant d'être quelqu'un d'autre et de s'assimiler, parce qu'ils portent des grands manteaux noirs et qu'ils ont des péotes et qu'ils sont différents de tout le monde. Vous pouvez les haïr parce qu'ils sont dispersés dans la nation et prennent le travail des autres, ou parce qu'ils sont concentrés dans un seul pays et font des choses pour eux-mêmes. Et cette réalité est incroyablement importante, parce que chaque fois qu'on essaye de définir l'origine ou les manifestations d'antisémitisme, eh bien, le tapis se dérobe sous nos pieds. Dans ma congrégation, par exemple, où j'ai beaucoup de membres de l'Iran, leur perception de l'antisémitisme est différente de celle de leurs contemporains nés en Amérique. Et ils ont tous les deux raison. Et ils peuvent apprendre les uns des autres, parce que l'antisémitisme change totalement de forme. Et un dernier commentaire pour dire notre sensibilité, c'est que l'antisémitisme est la seule haine dont j'ai conscience, où les gens pensent d'autres en tant que sous-humains et surhumains. Les Juifs, c'est une vermine qui contrôle le monde. Et je peux vous donner, Hyam Maccoby, qui était un historien britannique, a dit, c'est parce que la partie de la charge de l'antisémitisme, c'est que les Juifs ont tué Jésus. Et pour tuer un Dieu, vous devez être un super diable. Et il faut y faire attention, parce qu'il y a un aspect mystique à l'antisémitisme qui vient d'une origine religieuse dont il faut être conscient. Donc je dirais qu'il est important pour ma communauté, parce que cette définition, de façon très intelligente, ne dit pas que l'antisémitisme c'est ceci ou cela, parce que c'est quasiment tout dans le domaine de l'ombre et de humaine. Oui, c'est un point
important qui est souvent laissé de côté. J'ai eu beaucoup de discussions là-dessus au cours des années, mais les gens parlent souvent de juifs, de communauté juive ou de haine des juifs. Ils parlent des juifs comme si c'était un groupe homogène. Et on ne voit aucune définition, aucune différence de la diversité, de la richesse. On parle juste des juifs. Et merci de mettre l'accent là-dessus. Dr Felix Klein. Dr Klein, tout le monde connaît votre travail. Est-ce que je peux vous poser la question suivante? Comment est-ce que le passé allemand a impacté l'adoption de cette définition d'antisémitisme? Est-ce que c'est son passé qui donne à l'Allemagne une voix dirigeante dans l'adoption de cette définition? Tout d'abord, je voudrais remercier Elnet d'avoir mis en place cette table ronde très importante, et avec Katharina von Schoban. J'étais là en 2016 à Bucarest quand l'AIRA, la plénière, a adopté cette définition de l'antisémitisme contre la résistance de certains des membres de l'AIRA. C'était pas clair si ça passerait ou pas, et je suis très content qu'on ait réussi à le faire. Et depuis, je pense que l'adoption de cette définition a été une réussite exceptionnelle. 95 pays démocratiques ont adopté cette définition, et des groupes et des institutions internationales. C'était vraiment une percée dans l'évaluation et dans faire prendre conscience de ce qu'est l'antisémitisme pour le combattre. C'est facile quand vous voulez combattre un phénomène négatif. Il faut savoir de quoi on parle. Qu'est-ce qu'il y a à combattre? Spécialement l'antisémitisme tel qu'on le connaît, c'est un phénomène qui existe dans beaucoup de pays, donc on a besoin d'une compréhension internationale de ce qu'il y a à combattre. Et sur le contenu, je suis d'accord avec ce que le rabbin vient de dire, mais de plus, ce qui était tellement efficace dans la définition d'Aïra, c'est que ça parle d'une certaine perception des Juifs, ce qui signifie qu'en tant que non-Juif, on peut être victime d'une attaque antisémite, selon la définition. Et c'est ce qui se passe très souvent en Allemagne. Des officiers de police sont attaqués parce qu'ils sont des attaques antisémites, mais parce qu'ils sont, si vous voulez, ce sont les agents des Juifs, prétendument, ou des choses comme ça. Nous avons cette définition de l'AIRA qui nous permet de définir ces attaques antisémites. Et en Allemagne, il y a aussi une réussite. Par exemple, dans l'académie de la police à l'université, ça fait partie de des études. Nous avons des formations, nous avons aussi des organisations de la société civile qui luttent contre l'antisémitisme, ce qui est une très bonne chose. Et même dans le monde du sport, chaque club de la Bundesliga a adopté la définition de l'AIRA de l'antisémitisme, ce qui signifie qu'ils veulent activement faire partie d'un plan pour lutter contre l'antisémitisme. Et ça a changé véritablement toute la perception de la façon dont les clubs de football luttent contre la discrimination. Avant cette adoption, lorsqu'il y avait par exemple des cas d'antisémitisme dans des stades, ou quelqu'un qui criait ou qui faisait un salut bras tendu, la réaction du club, c'est de dire « Ah non, ces gens, c'est pas des vrais fans, c'est un groupe marginal, c'est pas un problème. » Aujourd'hui, c'est différent. Ils comprennent que c'est un problème au sein du club, et ils le traitent. Et ils ont mis en place des structures pour s'occuper de cas de la sorte. Et je suis très heureux que nous arrivions à un développement que la société civile veut adopter également et mettre en place. L'adoption de cette définition, pas simplement pour faire une bonne impression. L'année dernière, en septembre, la Lufthansa, le groupe aérien allemand, a adopté cette définition après qu'un incident antisémite s'est produit à l'aéroport de Francfort, et qui a déclenché beaucoup de critiques. Et maintenant, Lufthansa a adopté cette définition. Et il y a des équipes maintenant
qui reçoivent des formations adéquates contre l'antisémitisme. La définition d'Aïra est enseignée et donc nous avons des bons exemples là. Et en tant que commissaire gouvernemental, j'encourage beaucoup d'autres entreprises à faire de même. Non seulement de la voir de façon symbolique, mais aussi de faire quelque chose d'actif par rapport à cela. C'est pas toujours un chemin facile, n'est-ce pas, d'arriver à ce que les institutions et que les entreprises adoptent cette définition de l'AIRA. Et avant de passer à la suite, quels sont les principaux arguments utilisés pour lutter contre la définition de l'AIRA? Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a derrière ce refus? Les critiques viennent principalement en raison des exemples que vous avez nommés. 7 sur les 11 exemples illustrant ce qu'est l'antisémitisme se relient et liés à Israël. Donc les gens qui critiquent l'AIRA disent qu'il y a trop d'accent mis sur Israël. Et un autre argument de dire qu'il y a beaucoup d'autres définitions de l'antisémitisme et d'autres formes. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une définition additionnelle, supplémentaire? Autre critique, c'est que ça limite trop la liberté d'expression et que, par exemple, le PC, le politiquement correct, quand on parle de l'antisémitisme dans le domaine de l'art ou de la culture, donc quand vous venez avec cette définition opérationnelle de l'AIRA en disant, attendez, là, il y a eu des scandales l'année dernière dans des grandes manifestations artistiques, et moi aussi, j'ai été critiqué parce que je limitais la liberté artistique avec la définition de l'AIRA, et mon argument contre ces critiques, c'est toujours de dire qu'on ne devrait jamais accepter un argument antisémite dans la façon dont on débat, même pas en art. L'art antisémite, c'est quelque chose qu'il faut interdire, qu'il faut faire sortir du discours. Et donc je suis très heureux que toutes ces critiques contre l'AIRA n'ont pas réussi. Il y a eu d'autres définitions qui ont été suggérées, et moi je dirais que je suis très optimiste que nous allons continuer à notre voie de la réussite avec la définition de l'AIRA. Merci beaucoup, Dr. Klein. Katharina von Schobein, la résolution de 2021, 90% des Juifs disent que l'antisémitisme s'est accru dans leur pays. Mais ça devient un problème sérieux, là. Depuis 2017, la Commission européenne a utilisé la définition de l'AIRA dans ses propres termes comme un outil de guide, en quelque sorte, un manuel pour lutter contre l'antisémitisme. À quel point cette définition a été importante et quel rôle cette définition joue-t-elle? Oui, de mon côté, les choses, je voudrais dire merci beaucoup à Elnet pour cette invitation. Je crois que la définition a été essentielle pour notre travail parce que on ne peut pas lutter contre quelque chose que l'on ne définit pas. Et cette définition, en raison des exemples donnés, donne une bonne vision générale des différentes formes d'antisémitisme. Comme nous le savons, l'antisémitisme s'ajoute aux anciennes formes d'antisémitisme qui ne disparaissent pas. C'est très important d'avoir aujourd'hui toutes ces formes avec des exemples concrets, y compris ce qui touche à Israël, l'antisémitisme et le fait que l'antisémitisme aujourd'hui se cache derrière l'antisionisme. Et les exemples donnés sont essentiels, sont clés. C'est important que ce soit légalement contraignant. Et ceux qui disent que ça limite la liberté d'expression, c'est faux. C'est un outil qui permet d'aller dans les deux sens. Ceux qui, par le passé, avaient la possibilité, par exemple, quand on en arrive à Israël, de faire des remarques, des commentaires que les Juifs et d'autres sentent comme antisémites, avaient très peu d'opposition avec un véritable instrument en main. Maintenant, la définition AIRA donne cet instrument pour lutter.
Et parce que ce n'est pas contraignant légalement. Ça ne veut pas dire qu'on envoie quelqu'un en prison pour dire qu'Israël est un État d'apartheid. Ça signifie simplement que c'est antisémite. Et à ce moment-là, la question est, est-ce qu'on veut avoir de l'antisémitisme dans nos sociétés? Oui ou non? Mais ce n'est pas que nous changeons la loi, qui signifie une limitation au droit à l'expression, à la liberté d'expression. Et ceux qui n'avaient pas autrefois la possibilité de dire pourquoi telle et telle expression était antisémite, maintenant ils ont cet outil. Et il y a un autre aspect aussi. Je pense que la définition de l'AIRA aujourd'hui est questionnée parce qu'elle fonctionne. Et parce qu'on a cet outil, et parce qu'on a un document à mettre en avant, eh bien ceux qui font des remarques antisémites, même dans le contexte de la liberté d'expression qui va dans les deux sens, peuvent être maintenant pointés du doigt. Et ils n'aiment pas ça. Et je le comprends très bien, mais c'est comme ça. La critique la plus courante que j'entends, et qui a été dite depuis longtemps, et c'est très courant aussi, bien avant la définition de l'AIRA, c'est que toute personne qui dit que l'antisémitisme et de l'antisionisme tente d'empêcher la critique d'Israël. Non, maintenant on a les documents, et je pense qu'avant la définition de l'AIRA, personne n'avait le besoin de dire ce qu'était pas l'antisémitisme. Maintenant, soudain, tout le monde semble devoir débattre de cela, et parce qu'ils sont sur la défensive. Et je pense que c'est un outil pour mettre à jour un biais, et aussi en ce qui concerne cet aspect non contraignant légalement, la définition de l'AIRA, je pense que les gens qui la critiquent ne l'ont pas lu, parce que ça dit dans la définition de l'AIRA que les remarques antisémites sont antisémites quand c'est illégal, quand c'est défini ainsi par la loi. Donc c'est même dans la définition de l'AIRA, et ça dit également que le contexte est important. Une croix gammée sur un arrêt de bus peut être interprétée différemment qu'une croix gammée sur une synagogue. Tout cela est très important. C'est important que l'on prenne les différents aspects en ligne de compte, en ligne de mire et en compte pour l'utiliser cela correctement. Parce que comme tous les autres instruments, l'AIRA peut être mal utilisé. Ça arrive, mais on a vu que les tribunaux aussi, si par exemple ça porte atteinte à la liberté d'expression, eh bien n'ont pas maintenu les accusations. Et à mon avis, c'est donc un bon outil. Merci, Katharina. Lord Pickles, est-ce que je peux me tourner vers vous? Et je sais que vous avez joué un rôle extrêmement significatif pour nous assurer que la définition AIRA soit appliquée au Royaume-Uni. Donc, votre rôle dans le gouvernement ou avec le gouvernement est d'être l'émissaire spécial pour les problèmes post-Shoah. Et nous savons que les survivants de la Shoah ont joué un grand rôle et très courageux dans l'éducation à la Shoah et l'éducation au sujet de l'antisémitisme, ce à quoi l'antisémitisme peut mener. Une grande partie de l'AIRA, c'est éduquer. Nous faisons face à des situations où nous n'aurons plus de survivants de la Shoah pour jouer ce rôle, pour avoir cet impact dans les écoles. Alors, quelle est votre position? Comment est-ce qu'on peut aller de l'avant à partir de là? Comment remplacer cet effet incroyable qu'il pouvait avoir? S'il vous plaît, 30 secondes simplement pour dire quelque chose au sujet de ce que Katrina von Schnurben a dit. Il y a beaucoup de définitions de l'antisémitisme que nous aimons bien, et peu importe, parce que la définition de l'AIRA est la seule qui soit efficace. Efficace pour deux raisons. Tout d'abord, on a l'habitude d'utiliser différentes définitions. Une fois que le travail est fait, ça ne donne aucune possibilité
si on ne l'utilise pas. Donc, si l'université l'adopte, elle doit faire quelque chose avec ça. Elle doit créer un endroit sûr pour que les étudiants juifs puissent étudier et que les étudiants juifs puissent avoir une, le bénéfice d'une éducation totale. Et c'est aussi quelque chose de brutal à dire. Les Britanniques sont plutôt bons à dire allumer une bougie une fois par an ou se souvenir de tous ces juifs qui ont été massacrés. C'est efficace parce que c'est le danger qui existe de vivre euh, euh, en tant que juif. Et on ne peut pas se souvenir de la Shoah sans reconnaître la présence du danger actuel pour les juifs. C'est efficace dans ce domaine-là parce que l'antisémitisme, sa forme change constamment. Et la majorité de l'antisémitisme aujourd'hui, c'est pas cet antisémitisme des années 30, mais c'est contre l'État d'Israël. C'est la façon dont les Juifs sont traités aujourd'hui. Mais pour répondre à votre question directement, plus directement, il y aura un moment au cours de la décennie à venir où les survivants de la Shoah quitteront la mémoire et rejoindront les livres d'histoire. Et la perception de la Shoah va changer. C'est l'historien britannique Simon Schama qui a dit que lorsque le dernier survivant d'un grand événement disparaît, c'est le moment où on réanalyse. Je parlais de la Révolution française, par exemple, et ce qui disait que dans tous les livres des années 1850, il y avait ce sentiment de la Révolution française jusqu'au bicentenaire. Et il y a quelque chose dans le souvenir de la Shoah, comment cela est mis ensemble. Est-ce que ça suffit de réunir tous ces témoignages? Est-ce que ces témoignages parleront d'eux-mêmes? Moi, je pense qu'on parle d'un moment d'indifférence, où les gens connaîtront les chiffres, mais n'auront plus d'empathie ou de compréhension de ce qui s'est véritablement produit. Et je pense que notre faiblesse, c'est effectivement notre force aussi, c'est le niveau de témoignage. Et les images et les mots peuvent être changés. Nous avons vu, par exemple, Emily Watson, l'actrice d'Emily Potter, qui lisait Mein Kampf. Mais c'était pas elle, c'était pas vrai, c'était un fake, un deepfake. Et donc, vous savez, si on met quelque chose dans les algorithmes, est-ce que ça va tenir? Mais de mon point de vue, très fermement, c'est que la façon dont on se souvient, la façon dont on retient l'importance de la Shoah, c'est en s'assurant que nous nous assurons que la narration est basée sur la vérité. Tous les deepfakes peuvent venir, tous les deepfakes peuvent disparaître, mais si on fait passer la compréhension de ce qui cause la Shoah, ce qui a causé la Shoah, ce qui s'est passé pendant la Shoah, alors à ce moment-là, verront les deepfakes qui diront ben ça c'est du blabla, ça n'a rien à voir, il n'y a pas besoin d'avoir d'une intelligence technique pour le comprendre. Vous pensez que la vérité vaincra? La vérité vaincra toujours contre les mensonges, mais ça sera différent. Vous savez, j'ai été dans des écoles et ils m'ont dit ah c'était il y a longtemps et c'est 6 millions. Mais il y a beaucoup de gens qui sont morts de la grippe asiatique, la guerre de 30 ans, la peste noire. Et c'est à côté de la plaque. Tenter de trouver une égalité morale, si vous voulez. Et c'est très important de comprendre que, oui, bien sûr, c'était pas il y a tellement longtemps. Il y a eu un gouvernement sur Terre qui a décidé d'assassiner systématiquement une religion, une race, et de les éradiquer. Et la vérité, c'est qu'ils ont quasiment réussi. Et c'est ce type qu'il faut enseigner. C'est pour ça que Yad Vashem et les autres institutions sont là. Elles sont d'une importance extraordinaire. Comprendre que le pouvoir de l'État, utiliser toute la panoplie des pouvoirs de l'État à un niveau industriel,
comment organiser et éradiquer une catégorie de citoyens. Merci. Un excellent lien pour passer à l'ambassadeur Danny Dayan comme président de Yad Vashem. À quel point la définition de l'AIRA est importante de votre point de vue et dans votre position spéciale et place, endroit spécial. À quel point c'est important pour apprendre la Shoah. J'aimerais tout d'abord dire merci à Annette et j'aimerais aussi remercier trois de mes amis ici à la table ronde. Je pense que le fait que nous avons Katerina et Lord Félix comme alliés dans le combat, dans la lutte contre l'antisémitisme en Europe, c'est une tâche incroyable. Et je pense que c'est pas facile, c'est toujours très difficile. Ils le font pas seulement avec du talent, mais aussi avec de dévotion. Et nous avons vraiment de la chance de les avoir à nos côtés. Mon anglais n'est pas assez bonne pour vraiment montrer ma gratitude. C'est vraiment un groupe très spécial. Bon, à votre question, comme Katerina a dit, la définition de l'AIRA, de l'antisémitisme, est combattue parce qu'elle est très efficace, mais nous devons aussi être très vigilants de ne pas être trop contents de ce succès, parce qu'il y en a deux niveaux. Il y a le niveau public, gouvernemental, universitaire, même de clubs de foot, qu'ils représentent l'établissement en quelque sorte. Et je dis toujours aux dirigeants européens que je rencontre très souvent depuis 1 an et demi, que faites-vous pour vous assurer que vos idées très fortes contre l'antisémitisme arrive à toute la population, à toute la société, droite, gauche, des anciens Européens, de nouveaux Européens. Et c'est là est le vrai défi. La définition n'est pas juste... il faut avoir vraiment une conception de lutte beaucoup plus efficace pour y arriver à toutes les couches de la population. J'aimerais vous donner un exemple. Peut-être il y en a certains qui savent, il y a quelques mois à Madrid, l'Institut culturel Goethe, qui promeut la culture allemande, ils ont préparé un événement sur la Shoah. J'ai appelé le directeur de Goethe Institute en Allemagne et nous avons eu une longue conversation. Je lui ai dit, écoutez, le fait que le Goethe Institute, qui promue la culture de la nation allemande à Tel Aviv ou à Jérusalem, le pays de victimes, n'a rien à voir avec c'est pas comme être le directeur de l'Institut Cervantes à Pékin. Vous avez besoin d'avoir beaucoup plus de délicatesse. Je pense que le fait que moi je suis intervenue, c'était à cause de Kristallnacht, ou à cause de la nuit de cristal, ou à cause des interventions d'autres ordres. Je me suis intervenue parce que le livre qui devait être présenté durant cet événement par un écrivain s'appelle Charlotte Widerman, si je ne me trompe pas. Bon, moi, je n'ai pas lu le livre, mais j'ai eu un résumé en anglais qui dit, et je pense que j'utilise le bon terme, que le privilège de la perte de la Shoah ne permet pas d'autres pertes causées par le colonialisme, par exemple, d'être acceptées. Et en gros, que les Juifs ont été privilégiés dans leur vie et même dans leur mort. Et si cela n'est pas antisémitisme,
antisémite à dire, de dire que ce privilège d'être massacré, bon, je ne sais pas alors qu'est-ce que c'est l'antisémitisme. Dernière remarque, j'ai dit que je voyage beaucoup en Europe depuis 1 an et demi. Je rencontre plusieurs chefs d'État et nous voyons en Europe une tendance très inquiétante. Pas juste de l'antisémitisme, mais en tout ce qui s'agit de la destruction de l'Holocauste. Bon, il y en a 3 définitions à l'AIRA. Il y a la définition de l'antisémitisme, mais c'est très important aussi tout ce qui concerne qu'est-ce que ça veut dire la négation de la Shoah. Une 3e définition, et c'est assez surprenant, mais juste il y a 3 jours, dernier dimanche, l'État d'Israël a enfin adopté les 2 autres définitions de l'IRA. Ça a pris un peu de temps. J'ai eu peut-être un peu d'influence dans cela, mais si vous me permettez juste une dernière phrase de l'Ukraine qui reconnaît le judaïsme de victimes de la Shoah jusqu'aux Pologne qui ont en quelque sorte puni le civil qui parle trop sur la collaboration, jusqu'aux Lituanie où je trouvais une direction qui est très engagée à faire ce qu'il faut faire en ce qui concerne le souvenir de la Shoah. Mais je ne sais pas s'ils ont le courage. Jusque la France, où le président Macron m'a dit, je le rencontrais 2 jours après son discours magnifique au camp 2000, et il m'a dit, je lui dis que j'apprécie parce que je sais qu'il était attaqué par certains secteurs. Et enfin, et je dois avouer, c'est difficile pour moi d'avouer, l'Allemagne, l'Autriche a parcouru un très long parcours. Ils ont commencé par se définir en tant que première victime de national-socialisme jusqu'à la reconnaissance d'être un État qui a collaboré. Donc nous devons insister avec les différentes nations de l'Europe, qu'ils regardent leur passé avec clarté, avec sincérité, et il faut reconnaître, nous devons ça aux victimes, mais ce dirigeant, ils le doivent aussi à leur peuple. Merci beaucoup, Monsieur Dayan. Vous avez voulu dire quelque chose. Oui, il y a une autre fonction que la définition sert, que nous avons dit, mais qui n'a pas été explicite. Et je pense qu'il faut en parler. Voilà, un petit conseil de Rab. Ne donnez jamais au mal ce que vous devez donner à l'ignorance. Donc, votre première pensée doit être bon, cette personne est ignorante. Et c'est juste après qu'on peut dire c'est quelqu'un de mauvais. Donc, quand des étudiants dans le campus chantent sur l'Israël État apartheid, je pense que eux, ils connaissent pas grand-chose d'Israël en vrai. Donc, la définition de l'antisémitisme peut aussi avoir une fonction pédagogique, c'est-à-dire que les gens qui sont ignorants peuvent apprendre quelque chose. Et on ne doit pas penser que ce n'est pas possible, parce que nous avons tous eu l'expérience de rencontrer des gens qui disent des remarques antisémites et qui après comprennent ce qu'ils ont dit auparavant. Donc ce n'est pas juste un gardien, mais c'est aussi un manuel qui, en très peu de mots, qui va être très utile aux gens, de dire voilà, je savais que vous n'avez pas su, mais voilà. Merci beaucoup, rabbin. Est-ce que je peux vous parler encore, Monsieur Klein? Vous avez parlé de l'exhibition d'art Documenta 15.
Mais j'aimerais... nous avons parlé de ONG. Et vous savez probablement que le 20 avril cette année, il y a juste quelques semaines, plus que 100 NGO, entre autres Amnesty International, ont écrit le secrétaire général de l'ONU qui lui demande de rejeter la définition de l'AIRA. Et ils disent que cette définition peut nuire aux protestations non violentes. Est-ce que vous pensez qu'ici, il y a une sorte de point qui aveugle pour ces NGO? Oui, c'est un grand défi. On voit clairement que ce qui était passé aussi dans d'autres événements et dans d'autres formes de l'ONU, on voit aussi ce conseil qui utilise la définition de l'AIRA. Il faut être vraiment très clair que dans le monde des ONG, comme vous avez dit, il y a un problème et un défi parce que plusieurs de ces ONG pensent qu'ils sont en train de défendre la démocratie, qu'ils font quelque chose de bien et que nous devons vraiment le suivre. Peut-être ils sont ignorants si je suis ce qu'a dit le rabbin, mais c'est quelque chose, et ils ne savent pas qu'ils font quelque chose d'antisémite. Et quand vous luttez pour une bonne cause, il ne faut pas mélanger l'antisémitisme avec tout cela. Donc après Documentum, moi-même, j'ai organisé plusieurs initiatives en essayant d'expliquer aux gens dans le monde d'art et vraiment clarifier pourquoi c'est un problème dans un contexte et pourquoi ceci est antisémite. Et donc, je pense que la stratégie, c'est la bonne chose. Il faut vraiment réveiller les consciences dans ce qui concerne le genre de l'art ou des ONG. Et je pense que l'avantage de la définition, c'est qu'elle est légitime et on ne doit pas avoir peur de ces critiques. Il faut qu'on continue et je suis optimiste que cette définition durera. Merci beaucoup. J'aimerais peut-être parler sur quelque chose un peu similaire à Lord Pickles, mais peut-être nous restons sur les NGO, sur les ONG. Vous avez parlé de cette image de Emma Watson. Et vous savez, nous savons tous que nous sommes en face d'une nouvelle forme de l'antisémitisme, de nouveaux moyens de communiquer l'antisémitisme avec les réseaux sociaux qui risque d'être trop toxique. Comment cette définition de l'AIRA peut être déployée, comment elle est utile dans le monde des réseaux sociaux, parce que c'est une bataille très difficile, c'est très difficile à contrôler. Je pense, d'une certaine manière, que la question répond le problème. On pense que nous pouvons contrôler, mais nous ne pouvons pas. Et la quantité d'activités antisémites a explosé depuis le changement de propriétaire chez Twitter. Et il y a quelqu'un dans sa chambre avec des moyens et de capacités très basiques peut produire quelque chose qui peut être très convaincante. Et un survivant de la Shoah qui est très heurté par cette image, qui a demandé, qui a parlé aux autorités. Il y avait un fake qui a tourné, qui a beaucoup heurté un survivant de la Shoah. Et nous devons accepter en quelque sorte que ça va se passer.
mais nous n'aurons pas le pouvoir de éliminer chacun. Mais nous avons le pouvoir de assurer qu'il y a un narratif très fort qui rend ridicule ces deepfakes. Ça ne demande pas une grande expertise de regarder quelque chose, reconnaître, c'est juste reconnaître que c'est pas vrai. Moi, j'ai de l'expérience en termes de. Moi, je suis allée au camp de Treblinka. Et vous savez qu'il n'y a pas beaucoup sur place qui restent. Et il y avait un groupe d'étudiants israéliens. Et bon, alors donc c'était pas aussi sombre que ce qu'on peut penser. Et comme toujours, on a sorti de caméra, on a cliqué, on a pris des photos. Et 10 minutes plus tard, j'étais horrifiée par des gens qui disent personne n'est mort à Treblinka. C'était juste un camp de transit. Peut-être une personne qui est morte de la grippe, mais le fait que c'était un camp de mort, c'est un mensonge. Et c'est arrivé en Grande-Bretagne, peut-être quelqu'un dans sa chambre, mais c'était produit. Et c'est pas réel, mais il faut vaincre ça et on peut le faire juste si nous avons des gens qui ont vu et qui ont vécu la Shoah, que leur expérience soit transmise, de mettre de visage, de nom aux victimes. Et c'est très important. Nous venons d'annoncer que nous allons ouvrir un portail ouvert que vous pouvez rentrer dedans et vous pouvez voir quelqu'un interviewé dans le passé, voir les documents et comprendre que ce qu'ils disent est vrai et que la vérité vaincra. Merci, merci. Et je vais juste parler de 2 derniers petits points. Et vous savez que Elnet prend 30 délégations par année en Israël. Passe toujours à Yad Vashem et ça a toujours un grand impact. C'est vraiment un lieu important d'amener les gens pour voir cette vérité dont Lord Pickles parle. Et si vous pouvez être très bref, parce que je vais donner le dernier mot à Katrina. Regarde, moi, pendant longtemps, j'étais très sceptique face aux antisémitismes. J'ai pensé que ça va pas être sur mon agenda dans mes postes de passé, mais nous avons vu des attaques antisémites très graves aux États-Unis. Mais bon, nous ne sommes pas dans l'Europe des années 30, nous sommes loin de ça. Mais il y a une différence très importante entre notre génération contemporaine, juif et pas juif, des années 30. Et cette différence, c'est que nous avons l'expérience qu'ils n'en avons pas eue. Nous savons ce qui était passé. Nous savons que si nous ne confrontons pas l'antisémitisme en tant que dirigeants de ce monde, avec ferveur, juste à ce début, ça risque d'arriver à des dimensions monstrueuses que plus tard, ce serait trop tard de le combattre. Donc, je veux envoyer ce message aux dirigeants quand on sait plus jamais, le jamais c'est maintenant. Et j'aimerais juste ajouter une dernière phrase, même si vous pouvez considérer que je suis trop politique, je pense qu'on doit avoir un mot qui conclut le négationnisme de l'existence de l'État d'Israël quand l'Iran appelle à effacer de Tel Aviv de la carte. Ils ne parlent pas de l'architecture de Tel Aviv qu'ils n'aiment pas, mais ils parlent de gens de Tel Aviv. Donc la différence entre venir à Yad Vashem et dire plus jamais comme cliché et ne pas dire
plus jamais comme stratégie politique, c'est vraiment la différence entre se mettre en action, agir, et c'est le moment d'agir. Merci Katrina, je vais vous donner les 2 derniers mots. Et juste pour dire, vous savez, c'est le cas, n'est-ce pas, de plusieurs États baltiques, baltes, comme la stratégie européenne dans la lutte contre l'antisémitisme, c'est une stratégie phénoménale partout sur le continent, on peut dire. Même le Grande-Bretagne, nous sommes toujours en Europe en quelque sorte. Donc, avant tout, est-ce qu'on fait assez, nous tous, pour lutter contre l'antisémitisme? Et deuxièmement, si nous cherchons l'excellence, nous devons être très, très vigilantes, ne pas faire de l'excellent l'ennemi de bon. Je suis d'accord, je pense qu'il faut faire ça étape par étape. Et je pense que la stratégie, la commission de stratégie européenne de lutte contre l'antisémitisme qui va travailler jusqu'en 2030, nous avons 100 différentes actions. Nous avons des actions en Europe, créer de centres de recherche pour l'antisémitisme et la vie juive. Nous devons toujours regarder vers les États-Unis quand on veut savoir vraiment des informations sur la vie européenne. On va aller dans le lieu où la Shoah s'est passée. On doit aller vers les jeunes pour promouvoir ces connaissances très importantes. Ils ont tous besoin de l'engagement des États membres. Et je pense que c'est le 27e État européen par faire partie de ce club et aussi par adoptant cette définition de l'AIRA pour avoir de stratégies. Et nous recommandons aussi avoir un envoyé spécial, un commissaire pour la lutte contre l'antisémitisme, parce que ça permet à la communauté juive et au gouvernement de coordonner leurs efforts. Et je pense qu'il y a beaucoup plus d'investissement par le gouvernement vers l'action, mais à la fin, ça doit être une décision gouvernementale. Donc, l'Union ne peut pas imposer ce pays qui n'utilise pas la définition de l'AIRA de l'adopter. Mais je dois dire en réaction à ce que Félix a mentionné, en ce qui concerne le rapport antiracisme, tous les États membres de l'Union européenne ont défendu la définition de l'AIRA à ce moment aux Nations unies. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de progrès. Mais si vous me permettez juste un dernier aspect concernant pourquoi la définition de l'AIRA est différente de ce que nous avons connu auparavant. Et je pense que c'est très important de reconnaître, de vraiment écouter la communauté juive. Parce que dans toute autre définition, on aurait écouté, on aurait demandé à ce groupe, qu'est-ce que vous voyez comme insulte ou comme, par exemple, chez les Africains, donc, nous demandons au groupe, et nous savons que la définition de l'AIRA, à peu près 80% de la communauté juive, parce que nous avons fait une enquête à ce sujet, ils sont d'accord avec, la communauté juive est d'accord à 80% avec cette définition. Et nous savons que pour les juifs en Europe, voient comme très important, c'est tout ce qui concerne de l'antisémitisme lié à l'État d'Israël. Et je pense que c'est très important à reconnaître aussi quand vous parlez de quelle définition il faut utiliser. Donc, demandez ceux qui sont concernés. C'est un point très intéressant, très bien. Et vraiment,
La mission de Elnet est renforcer les liens entre l'Europe et l'Israël pour reconnaître exactement ce que vous avez dit, que concernant l'antisémitisme et ses définitions et à quel point c'est crucial. Et je pense que ça nous amène à notre conclusion ici. J'aimerais remercier notre table ronde pour ces discussions fascinantes. Vous pouvez les applaudir pour le remercier. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, avant de quitter la pièce, j'ai quelques annonces. Merci d'être patient quelques instants. Il y a eu une mise à jour. On ne peut pas vous faire de pause café parce qu'on est en retard. Donc passez directement à vos sessions. Tout de suite après cette annonce, à 18 h, nous aurons un visionnage d'un documentaire qui examine la mort de Shirin Abu Akleh, journaliste d'Al Jazeera. Pierre Rehov sera avec nous pour cette projection. Ce sera dans la pièce Lafayette. Donc à 19 h, il y aura un cocktail suivi par un dîner de gala à 20 h. Nous avons un très beau programme pour vous, donc soyez à l'heure. Merci d'être avec nous et à vous revoir très prochainement.